Bonjour. Selon vous, quel est le plus grand marché alimentaire de Paris? Je pense que c'est le musée du Louvre. En effet, on y trouve toutes sortes de denrées. Il y a par exemple des fruits et des légumes à profusion, et ce pour chaque saison. Les gourmands pourront aussi choisir un dessert. Dans la peinture française, on pourra même sentir la bonne odeur de la brioche fraîchement sortie du four. Côté odeur, on sera également servi avec le poisson. On trouvera aussi du gibier ou de la volaille. En fait, toutes sortes de viandes. Et c'est justement au rayon boucherie que nous allons faire nos emplettes. Là, il y a une superbe pièce de bœuf peinte par Rembrandt. Oui, le célébrissime Rembrandt. Un tableau qu'il a peint juste avant la cinquantaine. Rembrandt fait partie du club très restreint des artistes qu'on identifie rien qu'avec leur prénom, comme Léonard par exemple. Rembrandt donc a réalisé environ 90 autoportraits, une façon de connaître l'âme humaine. Et cela commence avec le fameux « Connais-toi toi-même ». Il se dépeint sans complaisance. On comprend instantanément qu'il va bien ou pas, qu'il rayonne ou pas, qu'il est riche ou pas. Et justement, à ce moment-là, la vie de Rembrandt est compliquée. Il a dépensé sans compter et accumulé les dettes, faute de bien gérer son patrimoine. Résultat, en 1656, il est en faillite. Ses biens sont vendus aux enchères et il doit même se séparer de son hôtel particulier au centre-ville d'Amsterdam. Rembrandt fut un peintre extrêmement prolifique. Au Louvre, nous avons un petit aperçu de la variété des sujets traités. Outre les autoportraits, il y a les portraits. Des scènes bibliques de l'Ancien Testament ou du Nouveau. Des scènes de genre simples ou à portée philosophique. Des paysages réels ou imaginaires. En revanche, la nature morte reste exceptionnelle dans le corpus d'œuvres de Rembrandt. Et nous avons la chance d'avoir ce bœuf écorché. Rembrandt poursuit une tradition déjà très ancienne, consistant à représenter ce que l'on va manger. Vous voyez, ça commence dès l'Antiquité. Étant donné l'abondance des représentations, j'ai dû faire des choix. Ma petite sélection est classée par ordre chronologique de fabrication, si j'ose dire. Des peintures à la frontière entre la scène de genre et la nature morte. Peter Aertson télescope scène religieuse et nature morte, ce qu'on appelle une nature morte inversée. Vous vous souvenez peut-être, nous avons déjà abordé cette thématique. Le bœuf est servi à toutes les sauces, sur des gravures pour illustrer des livres religieux, ou sur des tableaux pour orner les maisons et annoncer ce que l'on va retrouver dans les assiettes. Ce réalisme nordique se retrouve également en Italie, des scènes de genre qui mettent le travail du boucher à l'honneur. Mais il faut bien le dire, c'est surtout en Hollande qu'on va représenter la viande. D'ailleurs, le bœuf écorché du Louvre est la deuxième version du genre par Rembrandt. Du bœuf, mais aussi du porc, toutes les carcasses subissent le même traitement pictural. Visiblement ça plaît, puisque certains peintres se spécialisent sur le sujet. David Ténier nous propose même un large panel de tableaux avec des intérieurs de cuisine ou de boucherie. Et Barend Fabricius, lui aussi un grand carnivore pictural. Ce tableau de Mucher est intéressant, car c'est la restauration qui a permis de faire réapparaître le vrai sujet du tableau, à savoir le cochon. Pour ceux qui préfèrent du mouton, il y a ce qu'il faut aussi au Louvre. Retrouvez aussi l'envoyé spécial des anciennes halles de Paris, Victor Gabriel Gilbert. Et ça continue après. Pourtant, chronologiquement, on va s'arrêter là, pour respecter les droits d'auteur à l'image. Mais vous l'aurez compris, cela a toujours été, somme toute, un sujet banal. Revenons aux représentations du XVIIe siècle. Ce qui est intéressant dans cet âge d'or hollandais, c'est qu'on peut tout montrer. Votre œil aiguisé aura sans doute remarqué la présence récurrente d'enfants gonflant un ballon. En fait, ils s'amusent avec la vessie de l'animal. Regardez l'histoire du ballon de foot, c'est surprenant. Adultes, ils joueront aussi avec les vessies ou les intestins d'animaux, cette fois transformés en préservatifs. Ce bœuf écorché de Rembrandt, s'il est très à la mode et dans le goût des pays du Nord, pour les Français, un tel tableau, c'est le comble de l'horreur. Une horreur dans le sujet, mais aussi dans la façon de peindre ce sujet. Pourtant, il faut toujours garder en tête que l'on a affaire à un peintre, de surcroît un artiste qui aime l'acte de peindre. Et c'est ce qu'on retrouve ici. Rembrandt s'est amusé avec les ombres, la lumière et la matière, des empattements de couleurs pures. Un traitement d'une incroyable modernité, surtout si on compare avec des tableaux de la même époque, peints correctement et bien finis. Les spécialistes de l'œuvre de Rembrandt qualifient ce tableau de nature morte. Il fallait bien trancher, car lorsqu'on aperçoit à l'arrière-plan le personnage qui pointe le bout de son nez, on serait tenté de qualifier l'œuvre de scène de genre. Dans
dans ce registre, additionnellement au XVIIe siècle, on ajoutait un zeste de morale, d'où les nombreuses interprétations faites sur ce tableau. L'hypothèse de la vanité est la plus largement partagée, une thématique très en vogue au XVIIe siècle. Le bœuf que l'on imagine puissant et fort est désormais un vil morceau de viande. Le personnage à l'arrière-plan renforce cette idée de vanité. Elle est jeune, peut-être même belle. Pourtant, quand le temps aura passé, elle se fanera et immanquablement finira par mourir. À cette époque, c'étaient les interprétations religieuses qui dominaient. Et certains ont vu dans ce bœuf écorché une évocation du retour du fils prodigue. Voyons brièvement cet épisode biblique. Un homme réclame sa part d'héritage à son père. Il part et dilapide rapidement sa fortune. Une fois sans le sou, le fiston revient chez Papounet. Contre toute attente, son père l'accueille à bras ouverts. Il décide même de fêter les retrouvailles et organise un grand banquet. L'aîné, lui, il était resté auprès du père. Il s'était occupé de lui et de ses affaires. Et pourtant, aucune fête n'avait jamais été organisée en guise de remerciement. Aussi trouve-t-il cette décision injuste. Son père lui explique alors que son attitude exemplaire était normale, donc pourquoi faire une fête? En revanche, pour ce qui était de son cadet, il l'avait cru perdu. Et le voir rentrer dans le rang, ça, c'était digne d'être célébré. L'histoire ne dit pas quelle tête a fait l'aîné. Alors maintenant, vous vous demandez certainement, mais quel est le rapport avec le bœuf écorché de Rembrandt? Eh bien, ce serait celui sacrifié pour le festin. Poursuivons notre énumération des interprétations. Toujours dans le domaine religieux, certains experts de l'histoire de l'art ont vu dans ce bœuf écorché une crucifixion de Jésus. Je vous laisse juger. Mais il pourrait aussi s'agir d'une enseigne ou d'une commande pour décorer une boucherie. Ça fait du sens, puisque même de nos jours, l'œuvre de Rembrandt se retrouve sur le site internet d'une boucherie. En outre, contrairement à son habitude, Rembrandt a réalisé cette œuvre sur bois plutôt que sur toile. Dans les interprétations contemporaines, plus intellectuelles ou artistiques, les historiens de l'art pensent que la fille serait là pour nous montrer qu'on peut voir le même sujet de l'autre côté. Cette problématique de la perspective subjective sera développée 3 siècles plus tard, notamment par Cézanne et Picasso ensuite. On a vu que lorsque Rembrandt a peint le bœuf écorché, sa vie était compliquée. La vie l'avait déjà écorché, si je puis dire. Ce qui fait penser à certains que ce tableau pourrait être une sorte d'autoportrait. En ce qui me concerne, ce qui me fascine dans ce tableau, c'est que Rembrandt a transformé le lait en beau. Une carcasse de bœuf devient un objet illuminé, coloré, formé de puissantes touches de matière picturale. Une fois que vous aurez savouré cette beauté, il sera toujours temps de se poser des questions sur le message que peut véhiculer ce tableau. Voilà, j'espère vous avoir donné envie d'aller admirer cette œuvre au Louvre. Et dès que j'aurai plus de temps, je vous proposerai de nouvelles vidéos, notamment sur ces peintres d'Europe du Nord que j'admire tant. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une merveilleuse journée.